Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui les amis, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Il est 16h les amis, nous sommes le 13 avril, samedi après-midi. Nous sommes en votre compagnie jusqu'à 18h en direct sur radioantasia.fr. Et vous l'aurez donc peut-être compris si vous avez regardé un petit peu l'agenda, si vous avez découvert un petit peu sur les réseaux ce que l'on vous concocte pour cet après-midi. Je ne suis pas toute seule. Et non, je suis avec Lina de Demoiselles Étranges. Coucou Lina. Bonjour tout le monde. Waouh, que tu as une jolie voix. Tu nous concoctes une magnifique après-midi. Tu m'as un petit peu expliqué le topo donc de ce sommaire, de tout ce que tu vas décortiquer avec nous. Et en fait, on va pratiquer aujourd'hui, si j'ai bien compris. Oui. Oui. Mais du coup, je vais proposer un tirage de la flemme qui fait travailler l'intuition et un tirage à partir de choses que l'on a chez nous quand on ne sait pas quoi tirer. Et après, je parlerai de tarot et sorcellerie et comment intégrer notamment le tarot et les symboles sur les oracles, comment les intégrer à notre pratique. Et ben, je peux vous dire les amis, ça promet du bouillon. J'en profite pour faire de gros bisous à Mimi Mireille qui est sur le chat avec Lina et moi-même. Donc si jamais vous voulez venir sur le chat, vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas les amis. Mais écoute, ah oui, donc il y a une petite pause musicale et tu as aussi choisi un petit titre très sympathique pour cet après-midi. Oui. Donc on a hâte de découvrir tout ça. Donc je te laisse la place, voilà, pour cette merveilleuse émission. Je voulais vous parler des tirages, mais parfois, peut-être n'avez-vous pas de problématique, on va dire, à exposer aux cartes, pas d'inspiration, mais vos cartes sont là et vous avez envie vraiment de les tirer. J'ai envie de vous proposer quelque chose aujourd'hui qui va marcher avec votre intuition. Donc, essayez, quand vous pratiquez cela, je vais vous en faire un peu le déroulé en suivant pour que vous puissiez expérimenter vous-même, peut-être avec le replay de l'émission plus tard. Donc je vous propose de vous recentrer, de vous ancrer, peut-être de faire une petite méditation en premier et de redécouvrir l'intérieur de votre maison. Vous savez, un peu comme quand vous êtes au téléphone et vous redécouvrez des objets dans votre maison qui sont peut-être pas à leur place ou qui vous avez peut-être pas aperçus avant. Vous savez qu'ils sont là, mais vous les avez oubliés. Et puis vous pouvez faire le tour de votre maison ou de votre jardin dans cet élan et tout en conscience, vous allez voir que votre regard va se poser sur un objet en particulier à un moment donné. Et c'est là où je vais vous parler d'un cas concret qui m'est arrivé. Moi, je me suis tombée l'autre jour, en pratiquant cela, sur un bouquet de fleurs que m'a offert un ami, mais qui était dans un vase où l'eau était vaseuse. Et du coup, mon regard s'est arrêté sur ce vase. Et je me suis dit, ok, quel est le message que cet objet a à me faire passer ? Alors, ça aurait pu être l'amitié qui me lie avec la personne qui m'a offert ce bouquet. Mais ça aurait pu être aussi le fait que je négligeais à ce moment-là mon rapport et ma pratique avec l'élément de l'eau. Vous voyez ce genre d'expert, comment ça s'appelle, d'arrêt sur image que l'on peut faire peut vous aider à trouver une première problématique pour ensuite vous axer sur un tirage. Alina, je sais que tu aimes beaucoup la bibliomancie. Ah oui, vous pouvez également prendre un livre, parce que je pense qu'on a tous un livre chez soi, et l'ouvrir à n'importe quelle page. Et la première phrase qui va vous sauter aux yeux, ça va être peut-être celle sur laquelle vous devez travailler aujourd'hui. Bien sûr, ça, c'est une proposition si dans le cas où vous n'avez peut-être pas plusieurs oracles et plusieurs tarots pour expérimenter quelque chose de nouveau chez vous. Moi, ce que j'aime bien faire, et d'ailleurs, j'ai encore fait des folies, j'ai pris le merveilleux tarot qui s'appelle Sentier de sorcière
Non, c'est un oracle, excusez-moi. Le Sentier des sorcières de Carlotta Aleviosa. Maintenant, c'est Carlotta Arbastrega, autant pour moi, et de Orla Nivora. Donc, si vous suivez la page Cabane de Pan, c'est une artiste illustratrice, je vais y arriver, et tatoueuse, qui ont fait un superbe oracle avec juste des femmes représentant des sorcières, avec souvent des raffiliés à la magie des campagnes et à des noms de plantes. Et du coup, je tire seulement une carte sur un oracle, et avec cette carte, sa vibe, je vais commencer à formuler des questions ouvertes pour pouvoir me constituer un autre tirage avec le tarot, par exemple, et pour pouvoir développer un tirage à partir d'une non-problématique. J'aime bien appeler ça comme ça, parce qu'on part avec l'envie de tirer, mais il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de questions qu'on voulait poser au tarot ou à notre oracle. Et du coup, on cherche cette idée-là et cette piste pour chercher ce que l'on veut poser comme question aux cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, vous allez avoir des suggestions que vous n'avez pas envie de titiller, ou auxquelles même vous n'auriez jamais pensé. À vous poser des questions là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un peu les tiroirs cachés, enfouis au fond de vous-même, que vous allez pouvoir mettre à jour avec cela. Je voulais aborder le sujet où on peut allier tarot et sorcellerie. Pourquoi freiner le tarot et les oracles à qu'une seule pratique? Donc, sous-entendu, faire de la divination. Pourquoi ne pas les prendre pour également les mettre sur son autel? Quand, par exemple, une arcane majeure, on va prendre l'exemple, je sais pas, de la force, par exemple. On est dans un mois en plus où tout est propice pour passer à l'action, à ancrer les cheminements réfléchis en ce début d'année vers leur concrétisation. Alors pourquoi pas s'aider de quelques cartes, les mettre sur son autel et les utiliser à bon escient dans sa pratique. Par exemple, il y a quelque temps, j'avais besoin d'une petite manœuvre pour pouvoir concrétiser un projet, et j'avais besoin donc de monnaie pour cela. Du coup, j'ai décidé de prendre le 10 de pentacle de mon jeu, la roue de la fortune et l'as de pentacle. Donc, bien entendu, toutes ces cartes sont... les symboliques tournent autour de l'abondance, de la prospérité, de quelque chose où on est à l'aise. Et donc, du coup, j'ai construit mon rituel autour de ces cartes. Et le fait d'avoir ces deniers, alors je dis denier ou pentacle, mais entendons-nous, c'est la même chose. Ces deniers et ces pentacles, le fait non seulement de les visualiser et de leur demander de m'offrir leur énergie pour mon rituel, c'est le genre de choses que l'on peut faire aussi avec les cartes. Elles ne sont pas juste là pour tirer, on peut utiliser leur égrégore dans toutes sortes de choses. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais revenir sur quelque chose aussi, sur l'utilisation en sorcellerie. Bien qu'aucune carte n'évoque vraiment le bien ou le mal en particulier, il y a peut-être des cartes aussi que vous redoutiez qu'elles soient tirées. Et je vous comprends. Par exemple, il me semble l'avoir dit dans la précédente émission, mais ma carte de l'année cette année, c'est l'arcane 15, l'arcane du diable. Et je vous avoue que quand je l'ai tirée, j'ai un peu fait une tête de 10 mètres de long. Parce que pour moi, le diable, c'est l'aliénation, la dépendance, les addictions sous toutes ses formes, les schémas répétitifs. C'est pas très jojo, quoi. On va s'entendre sur ça. Mais il y a aussi l'aspect, et ça je l'ai appris en commençant à travailler avec cette carte, de tout ce qu'on veut se défaire
et justement passer au-delà de la signification de la carte et d'essayer de se détacher de ce qu'elle veut nous faire croire. Et je me suis mis la rate au courbouillon pour essayer de travailler avec cette carte, parce que c'est vraiment l'une des cartes que je ne préfère pas dans le tarot. Et j'ai un peu cette appréhension quand je me tire une arcane majeure en début d'année de tomber dessus. Eh ben, c'est fait. Et là, vous voyez, 4 mois après le début de l'année, je commence à avoir un peu de recul. Et je suis bien heureuse qu'elle soit tombée, car je pensais que tout allait bien, que j'étais bien ancrée dans mes baskets. Et peu à peu, ce sont plein de petites choses qui se révèlent à moi. Et le diable prend tout son sens. Donc du coup, dans le même exemple que tout à l'heure, j'ai décidé de le matérialiser sur mon autel avec des petites chaînettes, avec plusieurs éléments naturels aussi qui me font penser au diable, notamment certaines toxiques ou autres. Et ça me permet, quand je me fixe à l'autel pour pouvoir me concentrer sur ce dont je dois peut-être me détacher, sur les liens qui m'empoisonnent un peu encore dans ma vie de tous les jours, ça me permet d'avoir vraiment l'égrégore du diable qui travaille en même temps que moi. Et par exemple, on parle beaucoup de travail, mais souvent on a du mal à expliquer ce que c'est un travail avec une carte ou même avec des déités ou quoi que ce soit. Ça peut passer aussi par le simple fait de regarder une chaîne et que la chaîne vous parle d'elle-même. Votre intuition vous parle, vous la regardez et vous voyez quelque chose que vous ne voyez pas avant. Par exemple, je ne sais pas si par hasard, vous avez pris la petite chaînette et cette chaînette appartenait à votre mère et c'est à ça peut-être que ça va vous faire penser, alors qu'au début vous n'y avez pas du tout réfléchi. Vous vous êtes dit, oui, il faut que je représente le diable sur mon autel. Vous avez posé cette chaînette. Eh bien, il se trouve qu'elle appartient à votre mère. Peut-être que vous allez vouloir voir si il n'y a pas un lien de cause à effet. Je vous laisse noter tout ça dans vos journaux et travailler avec l'écriture aussi sur ce genre de pratique, parce que quand on écrit, et je parle bien d'écriture manuscrite et pas écriture digitale, parce qu'avec l'écriture manuscrite, ce qui est bien, c'est que le temps qu'on écrive les lettres, pour peu qu'on s'applique, c'est pas souvent mon cas, on a le temps encore de réfléchir et de poser les mots. Et c'est presque comme si les mots venaient tout seuls. Et ça vous laisse aussi le temps d'accueillir ce qui se passe dans l'écriture et toutes les idées qui peuvent sortir de l'objet en question. Alors moi, bien sûr, je parle des chaînes que je raccorde au diable, mais ça peut être sur plein d'autres exemples. Tout ce que je dis, bien sûr, n'est pas vérité et vous pouvez adapter largement tout ce que je dis à votre sauce pour votre pratique. Et je voulais vous parler aussi, désolée, hein, je passe un peu du coq à l'âne, mais en revenant sur les cartes, j'insiste toujours beaucoup là-dessus et je suis désolée si vous m'entendez me répéter, mais les regarder également en conscience, en observant tous les détails, l'expression des personnages dessus, les couleurs. Et c'est comme ça aussi, sans connaître un jeu de cartes, que vous pourrez en récolter un peu l'essence, sans forcément avoir un carnet de signification qui ne vous parle pas à côté. Voilà. Effectivement, c'est un travail que l'on fait depuis plusieurs saisons avec Mimi Mireille dans Voyage au cœur du tarot. On analyse, enfin Mimi analyse tout ce que l'on voit visuellement sur le tarot de Marseille. Et c'est vrai que des fois, enfin même souvent, il y a des choses qu'on ne perçoit pas en fait en regardant une carte. Tu vois, et je trouve ça vraiment bien, ce travail justement d'analyse beaucoup plus profonde, plutôt que de se dire on se fait un tirage et puis c'est tout, quoi, tu vois. Tout à fait. J'aimerais bien insister aussi sur le fait que si vous voulez faire un tirage
avec le tarot en particulier, mais que vous ne le connaissez pas trop, ne faites pas un tirage de 20 minutes. Si vous avez 20 minutes devant vous, ça ne vous suffira pas. Parce que vous allez peut-être avoir envie de justement, pour bien regarder tous ces détails, bien rentrer en profondeur avec le message que veut vous porter la carte. Si vous connaissez pas vos outils, du moins pas très bien parce que vous commencez à tout juste à pratiquer, prenez-vous au moins 1 heure et demie, même pour 3 cartes. Ça vous permet vraiment d'aller en profondeur dans l'expérimentation. Est-ce que tu as des expériences, est-ce que tu as déjà travaillé, Alina, avec ce dont je viens de parler? Oui, tu veux dire en analysant les lames, en les décortiquant visuellement, c'est ça? Oui, tout à fait, ou même associer les cartes à ta pratique en sorcellerie. Alors, je le fais depuis peu, hein, parce que forcément, comme beaucoup, j'étais un petit bébé dans la cartomancie. Merci, hein, merci à cette radio notamment, parce qu'on ouvre vraiment les portes à ça. Hein. Donc avant, c'était pas du tout le cas. Et je me suis aussi aperçue qu'il y avait énormément de witches qui aimaient en fait la cartomancie notamment, et puis qui l'associaient aussi à leur art magique. Donc créer un hôtel, comme tu expliquais la dernière fois, je trouve ça merveilleux. Et en fait, je m'aperçois que maintenant, ce que je fais, c'est assez dingue, mais je le faisais pas avant. Mais maintenant, j'ai toujours mon jeu de cartes à côté de moi. Et quand je fais des émissions, que ce soit en direct ou en différé, eh bien, je me connecte toujours à mes cartes. Par contre, j'ai remarqué aussi un truc, comme quoi, en fait, les cartes que vous choisissez, quand vous allez acheter un jeu de cartes, ça a vraiment un sens intérieur. Moi, je vois, par exemple, je prenais le tarot des magiciens. Alors, et je travaillais dessus, mais d'une autre manière, puisque ce tarot nous permettait de travailler d'une autre manière, rentrer dans un monde magique, plutôt que de vraiment l'associer à un vrai jeu de tarot. Et là, depuis que j'ai ce nouveau tarot, eh bien, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile. Et l'analyse est beaucoup plus fluide. Et le fait de dissocier, enfin d'associer toutes les cartes, c'est beaucoup plus simple. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais... peut-être qu'entre-temps, il y a eu plein d'émissions aussi autour de ça, et ça m'a amené à développer mon petit tarot autour de ça. Je sais pas, mais je trouve que depuis quelques temps, je suis de plus en plus connectée. Tout à fait. C'est fou. Si tu réunis plusieurs facteurs quand tu choisis ton tarot, donc le fait qu'il te plaise, les couleurs, les dorures, parce que je sais que tu aimes bien les dorures, si tu réunis un ensemble de choses que tu aimes sincèrement, déjà esthétiquement parlant, mais aussi sur justement sur la thématique du tarot, donc là les magiciens, forcément tu fais un bloc de choses qui t'animent, et du coup la connexion se fait beaucoup plus facilement. Oui. Je parlais l'autre jour, on tournait un podcast pour Demoiselles étranges avec Corinne, et elle, son grand dada, c'est les chats. Et forcément que quand on va prononcer le chouchou, le tarot chouchou, on va forcément parler de celui qui nous fait le plus vibrer. Et d'ailleurs, beaucoup de pratiquants ont beaucoup de tarots qui leur plaisent, mais ils reviennent souvent vers 1, 2, 3 tarots parce que c'est les chouchous. Et c'est vraiment l'ensemble de toutes les caractéristiques des cartes qui vont vraiment faire aussi que ça connecte avec nous. Je trouve ça trop chouette. Ah, quand tu as trouvé ton chouchou, je crois que tu évolues puissance 1 million, je trouve. Je suis d'accord. Mais du coup, parce que tu as envie de le tirer, vu qu'il te plaît aussi, il y a vraiment comme une petite relation, j'ai pas envie de dire charnelle, mais une petite relation physique avec l'objet aussi, au-delà des symboliques, tout ça, de ce que ça représente dans nos milieux. Mais oui, l'esthétique, bien sûr, surtout à nos débuts, a une place très importante. Et c'est ça aussi qui permet de développer sa pratique.
si on trouve un tarot lambda, ou parfois que justement peut-être les parents ou quoi cèdent à leurs enfants. Alors peut-être que ça a une valeur sentimentale et voilà, mais peut-être que le tarot de grand-maman, peut-être qu'il est laid à souhait et qu'il nous parle pas du tout, Et ça peut arriver. Alors, je remarque aussi que plus le tarot est simple au niveau visuel, plus c'est simple à interpréter et à associer les lames. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord. Moi, ce qui le rend simple pour moi, après, je pense que c'est propre à chaque pratiquant, c'est les personnages. J'ai énormément de mal avec les tarots sans personnages. Et justement, quand j'ai un tarot sans personnage sur les cartes, je vais moins me fier à mon intuition et plus aux significations propres et classiques des cartes. Et j'aime bien avoir ces petites scénettes vraiment avec plusieurs personnages. Et j'ai vu certains tarots, j'aurais pas de nom en tête parce que je ne les achète pas. Mais du coup, j'ai vachement du mal. Ou sinon, il faut vraiment qu'il y ait par exemple des fleurs ou des épices, comme dans le Herb Crafter tarot dont je vous parlais la dernière fois, où là vraiment, vu que je suis une fanat de cuisine et que ça me parle beaucoup ce genre de carte, là oui, d'accord. Il n'y a pas de personnage, ça dérange pas, mais parce qu'il y a un énorme élément clé au milieu de la carte. Mais ouais, j'avoue que j'ai une petite préférence pour quand même les tarots où il y a des personnages et leurs attributs. Donc leur épée, leur denier, tout ce qu'ils ont entre les mains, ça me permet de plus me projeter peut-être. Je sais pas comment dire ça. Oui, peut-être c'est peut-être ça, peut-être la projection. Les couleurs aussi, je suppose. Ouais. Les couleurs aussi, ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc tout ça, ce sont des clés, en fait, qui nous permettent, en tant que praticiens, de comprendre vers quelle orientation de tarot ou d'oracle on peut être amené, et surtout à se connecter vraiment grandement, avoir ce vrai coup de cœur qui fait qu'après coup, l'évolution sera plus simple. Tout à fait. Et pareil, j'écoutais aussi au début de ma pratique souvent les autres pratiquants. Oui. Alors en ligne, à la radio aussi, et qui avaient tendance à conseiller toujours les 3 mêmes tarots pour débuter. Alors à l'époque, il y avait le Modern Witch qui date de 2018-2019, je crois, le tarot des sorcières de Deborah Blake. Qui est un tarot que j'adore et qui effectivement est très parlant pour quand tu débutes. D'ailleurs, je crois que c'est l'un de mes premiers tarots parce que j'étais très oracle avant. Ouais, je crois que même que c'est mon premier tarot, le tarot des sorcières. Et du coup, il y avait ces 2 tarots principalement qui étaient tout le temps recommandés pour les débutants. C'est fou. Mais je trouve que, oui, certes, ils sont faciles d'interprétation, ils sont très joliment illustrés, il y a pas de souci avec ça. Mais je pense que ça reste une vision très personnelle, très personnelle. Parce que, par exemple, là, je le vois avec des comment ça s'appelle, des tarots qui sont dits un peu plus pour des personnes expérimentées. Un peu plus avancé et le Cosmic Cycle, je trouve par exemple qu'il est parfait pour débuter aussi dans ce cas-là, parce que les scénettes sont très bien illustrées, ce sont des scènes de la vie quotidienne et on peut très bien se projeter sur les cartes. Donc je sais pas, je suis sans avis, on va dire. Chaque pratiquant est différent. C'est clair. Écoute, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, à chaque fois que je fais une émission, que ce soit en ta compagnie ou avec d'autres personnes, depuis quelques temps maintenant, je fais un petit tirage. Et là, j'ai sorti le battleur. Tu vois, comme quoi, le battleur. Oh on est en plein dans Trop l'apprentissage. chouette. Ouais, totalement. Donc, j'ai trouvé ça assez marrant. Et ça arrive de plus en plus souvent qu'il y ait une corrélation entre l'univers proposé dans l'émission et la carte qui sort. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est trop chouette. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et oui,
J'ai envie de parler du battleur du coup maintenant. Bravo Alina. Je dévie. Et je ne l'ai pas choisi exprès, hein. Je vous dis, elle est sortie. Hein. Oh, c'est trop chouette. D'ailleurs, vous m'entendez peut-être battre les cartes, je ne sais pas, hein, à travers la radio, mais voilà, je t'écoute. On t'écoute tous. Au passage, plein de gros bisous à Abyss qui est arrivé, ainsi que Sylvain qui est passé tout à l'heure. J'ai perdu le chat depuis tout à l'heure, mince. Ça papote. S'il y a des questions, hein, n'hésitez pas, allez-y. Faites-vous plaisir. Ah bah, je vois par exemple Abyss qui dit que les cartes sont comme des pendules. Par rapport à son expérience, il faut trouver le bon et celui qui fait vibrer. Bah, c'est totalement ça. Tout à fait. Et même sans parler d'esthétique, je voulais raconter cette anecdote parce que j'ai des amis fantastiques et j'ai envie de leur rendre hommage un peu sur Antasia. J'ai une amie qui ne choisit pas du tout, alors au contraire de ce que je viens de dire, qui ne choisit pas du tout à l'esthétique du tarot. Moi, par exemple, quand c'est un peu inspiré de comment je tire les cartes, je pense. Quand j'étale les cartes, j'attends qu'il y ait comme une sensation de froid dans mon petit doigt. Et la carte qui est sous mon petit doigt, c'est celle que je vais tirer. Et bien, figurez-vous que dans le même esprit, là, quand mon ami se rend... Alors, du coup, ça devient impossible d'acheter sur Internet dans ce cas de figure. Mais mon amie, quand elle se rend dans une boutique spécialisée ou dans une Fnac ou quoi que ce soit, et qu'elle choisit un nouveau jeu, c'est sa main qui le choisit. Elle attend que la pomme chauffe au-dessus d'un jeu exposé dans le magasin, et c'est celui-là qu'elle prendra. Et bien, croyez-le ou non, à chaque fois, elle a une connexion de dingue avec le jeu de cartes. C'est incroyable. C'est comme quoi, quand on a beaucoup fait travailler son intuition, c'est votre vous intérieur qui choisit tout seul. Il n'y a même plus besoin des yeux. Je trouve ça génial. C'est magnifique, ma petite Lina. Je voulais le raconter parce que je trouve ça incroyable et j'en suis incapable de passer à la caisse sans savoir ce que j'ai dans la besace. J'avoue, je suis pas. J'aime bien explorer l'univers d'un tarot avant, connaître un peu les créateurs, tout ça et tout, savoir ce qu'il y a derrière. Et non, ça marche pas pour tout le monde. Ah, donc en fait, toi, tu as besoin vraiment de connaître toute la démarche, tout l'univers de celui qui crée avant de te connecter vraiment à la carte. Pas forcément. J'ai déjà une esthétique va me plaire, mais c'est vrai que, par exemple, ça me l'avait fait, surtout, j'en reparle tout le temps de ce tarot, mais il est tellement incroyable, avec le Deviant Moon, il m'a tellement laissé sur les fesses que quand j'ai découvert ce jeu, donc je savais que je le voulais, mais je me suis dit, mais quel tordu a pu créer ça, quoi. Parce qu'au premier abord, c'est vraiment un jeu, soit il plaît pas, mais les personnages sont tellement atypiques que oui, forcément, j'avais vraiment envie de savoir qui était l'artiste derrière. Oui. Parce qu'au-delà des interprétations qu'on va à peu près retrouver la même trame dans chaque tarot. Bon, les oracles, c'est différent, mais pour le tarot, du moins, on va toujours retrouver la même trame. Autant les illustrateurs, on leur donne un sujet type. Ok, fais-moi 7 cartes. Et des fois, enfin, c'est complètement what the fuck ce qu'il en ressort. Et je trouve ça génial. Donc oui, j'aime bien me renseigner un peu sur les domaines de prédilection et savoir ce que font les artistes illustrateurs de nos tarots, autres que les tarots d'ailleurs. Parce que la plupart ne font pas seulement des illustrations de cartes, ils ont souvent des ateliers, ils font d'autres choses et c'est trop chouette. Tu parles du fameux jeu de cartes qui ressemble à Picasso et en même temps à Tim Burton, c'est ça? Tout à fait. Oui, je me souviens. Ah, c'est énorme, hein. C'est vrai que c'est énorme. L'illustration est énorme. J'en reparle tout le temps, mais parce que vraiment, lui, pour le coup, c'est vraiment mon chouchou de tous les chouchous. Ah, mais je comprends parce qu'on part dans un autre monde avec ce créateur. C'est ça.
Ah oui, tu déconnectes direct, quoi. Donc, tu voulais nous parler du battleur. Qu'est-ce qui se Oui, passe? c'est vrai. Je suis désolée, je passe du coq à l'âne à chaque fois. Je T'inquiète. m'éparpille. Je suis le move, tu as vu, hein? Mais le battleur, du coup, qui se trouve être le magicien dans le Rider-Waite, le battleur, c'est vraiment l'appellation pour le tarot de Marseille. Mais c'est le même personnage. Et sous la main, il a absolument les mêmes choses. Alors, bien sûr, sur la table du battleur, on voit les 4 suites du tarot. Mais une sorcière y verra forcément les 4 éléments qui nous entourent quotidiennement et avec lesquels on pratique, là, pour la plupart. On peut y voir tout ce qui nous tient à cœur, par exemple, et qui sont par 4 autour de nous. Alors moi, je suis plutôt du chiffre 3 que du chiffre 4, même avec la magie élémentale, parce que je pars du principe que l'air fait partie de tous les autres éléments, donc du coup je le compte pas forcément, même quand je pratique, que j'ouvre un cercle ou quoi que ce soit. Pour moi, l'air est partout. Du coup, je marche beaucoup par 3, mais voilà, vous avez tous ces éléments à portée de main. Et le magicien, c'est bien parce que je l'aime bien parce qu'il est au début de son aventure. Juste avant, il y a l'arcane 0, le fou, dont on va suivre le voyage sur 22 arcanes jusqu'à ce qu'il arrive au monde. Et du coup, enfin, le magicien, c'est vraiment, pour moi, c'est oser. On a tout ce qu'il faut sous la main, même si parfois on le voit pas. Et pour moi, c'est une carte rappel, en mode tu peux tout faire, quoi, tu vois. Donc j'adore cette carte. Ah, je te comprends. Donc vous voyez, je vous proposais un tirage de la flemme tout à l'heure où il fallait travailler avec votre intuition. Voilà, si vous avez qu'un seul jeu de cartes, ou même si vous avez un jeu de cartes qui vous sert pour la belote, eh ben ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin d'avoir 40 tarots. 40 tarots ou d'autres, ou des oracles. Vous avez votre intuition, des objets, minimum un livre dans votre maison et un vieux jeu de cartes qui traîne. Et ben vous avez déjà tout pour pratiquer la divination. Vous avez tout pour faire travailler votre intuition et voilà. C'est magnifique. Alors j'ai tiré une autre lame. L'autre lame, donc c'est une mineure et c'est l'as de coupe. Alors, tu vois, j'adore les as aussi. Ouais. Tu parles d'intuition. Les auditeurs vont se dire, mais elle adore toutes les cartes, Lina. C'est normal. Quand on aime le tarot, on les aime toutes. Moi, c'est pas faux. Je suis comme toi. Et je trouve, après, mon niveau symbolisme, en tout cas, ce que représente cette lame sur ma carte, au niveau de l'illustration, ça regroupe bien ce que tu expliquais par rapport à l'intuition, en fait. Tout est dans la coupe, tu vois. Par rapport au battleur, c'est beau, en fait, je trouve. Tout à fait. Moi, la coupe, et en plus l'as de coupe, les coupes, je les vois un peu comme un vase à émotions que l'on remplit. Et parfois sur les cartes, alors j'ai plus les numéros trop en tête, mais je crois que c'est dites-moi si je me trompe dans le chat, mais il y a le 5 de coupe où les coupes sont renversées. Et justement, enfin, c'est le 5 de coupe est une carte un peu ou en mode c'est un peu le ras-le-bol, quoi. On a trop donné, on a souvent trop donné, la coupe est pleine, elle déborde et on en voit tout valser. C'est un peu l'esprit. Et du coup, je trouve que les coupes, elles sont très représentatives, surtout qu'elles régissent tout ce qui est les émotions, les relations à nous-mêmes et aux autres, tout ça. Et du coup, je trouve ça particulièrement parlant que la coupe soit reliée à ça et à l'eau, parce que ça parle forcément. Et l'as de coupe, c'est peu importe les as en matière générale, c'est toujours un oui. Si vous posez une question fermé peut-être, sans trop le vouloir dans un tirage ou quoi que ce soit, sachez que c'est un oui si vous posez la question. Après, le oui dépend forcément de la suite.
Mais par exemple, si vous voulez, est-ce que je vais pouvoir me reconnecter un peu plus à mon chéri ou je sais pas, au lieu que ce soit un chéri, ça peut être à votre chien que vous avez laissé 2 semaines quand vous êtes chez votre mère, quand vous êtes parti en vacances ou j'en sais rien. Eh ben la réponse c'est oui si vous avez un as de coupe. C'est toujours un oui parce que c'est toujours un nouveau départ, c'est toujours un début. Ah, j'adore cette carte. Eh ben, là, tu me l'apprends. Désolée, je m'emballe. Non, mais t'inquiète, mais en fait, tu me l'apprends parce que je ne savais pas que quand on tirait un as de coupe, ça voulait forcément. Enfin, il y avait le symbolisme du oui, tu vois. Tous les as. Après, c'est ma vision, mais je trouve que c'est des cartes extrêmement positives et qui sont toutes régies sur le départ et sur la nouvelle expérimentation, la nouvelle chose qui arrive. Et du coup, ouais, pour moi, tous les as, s'ils tombent dans un tirage, c'est un oui. Ça va matcher. Faites-vous confiance. Allez-y, go. On apprend des choses, hein, c'est merveilleux. Il y a Abyss qui pose une question et j'en profite aussi pour faire des coucous à Oxy qui vient d'arriver sur le chat. Coucou tout le monde. Et oui, il y a du monde qui commence à arriver, c'est merveilleux. Donc il y a Abyss qui nous pose la question à toi et à moi. Elle nous dit, est-ce qu'on a des souvenirs de tirages spéciaux qui ont pu nous marquer? Moi j'en ai plein. J'en ai plein. Enfin, vas-y, à toi l'honneur, Alina. Je fais beaucoup de bibliomancie. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu me disais ce que tu associais sorcellerie, bibliomancie, enfin divination, tout ça, enfin cartomancie. En fait, je me souviens à mes tout débuts, j'aimais bien ouvrir un livre au hasard pour savoir vers quel univers j'allais orienter ma pratique, tu vois, pour évoluer. Et j'aimais beaucoup faire ça, en fait. Donc, ma bibliomancie et pratique magique. Et notamment, alors pour les souvenirs de tirage spécial, alors en plus j'en ai eu un là tout récemment avec une enchanteresse, je tairai son nom, et ça a vraiment matché. Je ne savais pas du tout le sujet qu'elle voulait que j'aborde dans son tirage. Elle se reconnaîtra si jamais elle écoute cette émission en live ou en replay, et j'ai été scotchée parce que on va dire 90, peut-être pas 90% parce que je suis pas non plus une Wonder Woman, mais au moins 80% de ce que j'avais perçu dans mon tirage s'est révélé exact. Et je remarque un truc aussi de plus en plus, c'est qu'il y a le tirage, mais après, quand tu écris, comme tu expliquais tout à l'heure, ton ressenti autour du tirage, il y a autre chose qui arrive, c'est ton émotion intérieure. En relisant ce que tu as écrit, il y a des trucs qui viennent, mais qui n'ont rien à voir avec le tirage. Tu vois, l'intuition qui se met vraiment en place, en fait. Et c'est là où j'ai été vraiment le plus bluffée dans ce dernier tirage que j'ai fait avec cette enchanteresse, c'est que tout ce que je lui ai dit, en fait, c'était vraiment en corrélation avec son histoire. Tu vois, alors que je ne connaissais rien de ce qu'elle voulait que j'aborde, hein, et j'étais scotchée. Donc ça, c'est un des derniers tirages que j'ai fait. Il y a à peu près 15 jours de ça, à peu près à peine. Et j'étais scotchée, je me suis dit, mais waouh. Et je remarque aussi, il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive, tu vois. Plus je vais écrire, plus ça va entrer dans l'intuition et plus je vais me connecter aussi aux cartes. Il y a bien sûr tout ce qui est visualisation autour du tirage, symbolisme, mais surtout quand j'écris. Quand je commence à clapoter à mon clavier ou à écrire avec mon stylo, il y a plein de trucs qui arrivent. Je sais pas d'où ça sort, mais il y a plein de trucs qui arrivent et c'est là où j'ai la sensation en fait que mon ressenti sur ce tirage est le bon. Donc, Abyss, par rapport à ma petite expérience, c'est ces tirages-là que je trouve les plus merveilleux, puisque c'est ceux qui sont entre l'expérience du tirage et en même temps l'expérience personnelle de l'intuition. Je trouve ça magique quand ça arrive. Incroyable. Incroyable. C'est un peu, je ne sais pas si on peut comparer ça à de l'écriture automatique, mais ça l'est un peu en fait, non ? Bah écoute, moi encore une fois j'ai du mal à mettre des mots sur tout ce que je vis, mais oui on pourrait dire de la médiumnité d'écriture automatique, quoi, peut-être. C'est pour ça que j'insistais aussi tout à l'heure sur le fait, que ce soit sur un PC et encore sur un PC, tu peux écrire plus vite, mais et du coup tu peux vraiment enchaîner les mots qui te viennent vraiment à l'esprit sur le coup. Et mais je remarquais du coup que quand je passe à l'écriture manuscrite, je suis plus lente et plus réfléchie dans le discours que je vais mettre. Alors moi après j'ai un vrai problème avec les carnets, j'en ai 12 000.
Donc du coup, j'essaye de tout avoir sur papier. Pauvre bibliothèque. Bref, oui, je vois totalement. Et surtout, c'est un truc avec lequel j'insiste souvent et beaucoup de pratiquants aussi qui insistent sur ça, écrire tous vos tirages. Parce que quand vous relisez justement vos carnets, ne serait-ce que 3 mois, 6 mois, 1 an, même 3 ans plus tard, j'ai relu de très vieux carnets récemment qui m'ont fait beaucoup sourire. Vous relisez vos tirages et vous le voyez encore d'une autre manière au fur et à mesure où vous allez évoluer. Et puis parfois, on a l'impression que tout est limpide et vous savez vers quoi le tarot ou votre oracle veut vous amener. Et puis 3 mois plus tard, ta 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 ta, et là vous êtes dans la voiture, dans les bouchons, vous dites oh putain. Et c'est souvent comme ça, et vous reprenez votre carnet, et ça m'arrive aussi parfois, je reprends un tirage 3 mois plus tard, je reprends les cartes que j'avais tirées 3 mois auparavant, je les recouvre pour voir où la situation a évolué, où j'en suis maintenant par rapport à ça. Et quand j'ai les mêmes cartes qui retombent dessus, bon, ça veut dire que j'ai pas du tout avancé, que je me suis mis des œillères, mais du coup, je sais exactement vers quoi je dois aller, et ça me permet d'encore plus réfléchir à comment ça s'appelle là, à l'interprétation que j'en avais donnée 3 mois auparavant. Et ne vous sous-estimez pas, un tirage que vous avez fait il y a 3 mois, vous avez forcément évolué, changé de fusil d'épaule, vous avez forcément peut-être entendu d'autres sons de cloche sur une telle ou telle situation. Donc c'est toujours intéressant de revenir sur ce que vous pensez acquis. Alors ça marche avec le tarot, mais bien sûr ça marche dans la vie quotidienne aussi, pour toujours remettre en question certaines choses, quoi. Et quand ça vous pousse à aller en profondeur dans vos tirages, et justement quand il y a une lame qui vous poursuit, à aller plus loin, parce que parfois on se retrouve avec une lame. J'ai eu le pendu et l'impératrice. Alors je tirais très très souvent, bien plus régulièrement que maintenant d'ailleurs, il y a 2-3 ans. Je crois que c'était la 2e année du Covid. Alors j'aime bien parce que maintenant je me repère, le Covid est un point de repère dans le calendrier. Mais oui, je crois que c'était la 2e année du Covid. Pendant 1 an pratiquement, je tirais très régulièrement, 1 fois tous les 2 jours minimum, et 2 fois par jour maximum. Et j'ai une carte qui m'a poursuivie. Alors je posais pas du tout les mêmes questions à chaque fois. J'étais très inspirée, j'avais que ça à faire pendant le confinement, mais du coup je posais pas du tout les mêmes questions, quoi que ce soit. Et l'impératrice et le pendu m'ont poursuivi pendant presque 1 an. Et je comprenais pas pourquoi. Et puis là, bon, bien sûr, j'ai fait un peu comme tout le monde. Je suis allée sur les réseaux sociaux, je suis allée voir plusieurs choses, plusieurs contenus en ligne, dans les livres, etc., pour savoir pourquoi le pendu me poursuivait. Et je suis quelqu'un qui se met des œillères. Et du coup, j'ai découvert que c'est quelque chose dont j'arrivais pas à me détacher. Et d'ailleurs, je cherche je vous raconte un peu ma vie, mais je cherche à me détacher de ça grâce au diable aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est toujours pas terminé dans mon cheminement. Ou par exemple, je sais pas, je vais toujours voir par exemple le meilleur dans chaque personne, en occultant bien souvent ce qui est pas cool, quoi. Ce qui est vraiment pas cool, que ce soit pour moi ou pour les autres. Ça peut être un comportement, la façon de faire les choses, etc. et tout. Enfin, peu importe. Mais le pendu, vraiment, il y avait, 4 tirages sur 5 où il ressortait tout le temps. J'avais l'impression d'être harcelée. Et bien, j'ai aussi une recommandation. Si jamais ça vous arrive, que vous faites harceler par une carte, et bien, vous prenez cette carte, vous la sortez du jeu. Comme ça, déjà, elle ressortira pas. C'est pas bête. C'est pas bête. J'ai pas pensé à ça, tu vois. Vous la sortez du jeu et vous demandez à les 77 autres cartes
Qu'est-ce qu'elle vous veut? Pourquoi sort-elle tout le temps? Alors, je vais essayer de vous donner des exemples de questions que j'avais posées pour le pendu. Bon, après, c'est spécifique au pendu, bien sûr, mais qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux pas voir? Quel obstacle je ne réussis pas à contourner, parce que vous savez, le pendu, c'est dans sa signification propre, on va dire, c'est un peu celui qui va droit dans le mur, mais qui voit pas les possibilités, les opportunités pour le contourner, ce mur. Enfin, c'est vulgarisé, mais c'est à peu près ça l'idée. Et du coup, j'avais trouvé quelques questions comme qu'est-ce que je ne veux pas voir dans ma vie qui me bloque, comment dépasser cet obstacle, et surtout savoir de quoi il en revient, quoi. Et comme par hasard, il y a énormément de couple qui est ressorti parce que je dis souvent que j'aime pas les humains, mais finalement je les aime beaucoup, quoi. Et du coup, je me mens à moi-même, si vous voulez, quoi. Et du coup, c'était le message que le pendu à ce moment-là avait à me faire passer. Mais il est revenu pendant très longtemps dans mes tirages pour me le répéter et il voulait pas me dire autre chose, quoi. Donc si vous avez une carte qui vous harcèle, et je sais que ça arrive très souvent, réécoutez cette émission en replay et j'espère que ça vous aidera. Est-ce qu'il t'arrive par exemple de faire des tirages pour connaître un petit peu, on va dire, l'univers dans lequel tu as eu des anciennes vies, des vies antérieures, ou pas du tout? Non. Les vies antérieures, j'ai envie de j'ai pris parti de les laisser là où elles étaient, pensant que ça n'aura pas d'impact. Pas d'impact. En fait, je suis toujours dans un truc où je ne sais pas si je crois ou pas aux vies antérieures. Je ne sais toujours pas, donc je peux pas le dire. Par contre, un tirage que je pratique souvent, et là, je vais répondre à la question de notre auditrice, et qui m'a énormément marqué, c'est un tirage concernant les ancêtres directs, donc parents, grands-parents, arrière-grands-parents, que j'ai créé, qui est à chaque fois très pertinent et j'ai aucune capacité médiumnique. Je les travaille, mais je n'ai ni clairsentence, ni clairaudience, ni clairvoyance ou quoi que ce soit. Et par contre, par le biais de ce tirage, j'arrive à déceler des choses assez incroyables. Notamment là pour une amie récemment duquel je ne connais absolument pas l'histoire de ses grands-parents. En fait, je tire une carte pour chacun des grands-parents de chaque parent et une carte au milieu pour l'état de leur relation à eux deux. Donc quelle elle était de leur vivant, quoi. Et du coup, je prends souvent il y a souvent d'ailleurs des arcanes majeures, alors que j'ai le paquet de cartes entier. Il y a souvent des cartes majeures qui sortent sur les cartes pour les personnalités de chaque individu, et souvent des cartes mineures pour les comment ça s'appelle, pour l'état de la relation du couple, de leur vivant. Et c'est pas quelque chose que je décide, hein. Vraiment, c'est les cartes qui se placent toutes seules. Et c'est criant de vérité à chaque fois. Et j'ai carrément ému aux larmes il y a pas si longtemps une amie en lui faisant ce tirage. En mode, personne ne lui parlait de sa grand-mère qui avait d'énormes problèmes d'addiction, et personne ne voulait lui en parler. C'était un peu tabou auprès de ses oncles et de ses tantes. Donc, du coup, c'était un peu caché pour qu'elle garde une image de quelqu'un qu'elle n'a pas connu relativement cool, on va dire. Et en fait, moi, je suis venue mettre... je m'en suis sentie même... J'ai culpabilisé de faire ça parce que j'avais l'impression de tirer pour quelqu'un d'autre, du coup, alors qu'on faisait juste un état des lieux de sa généalogie. Et si vous avez écouté les autres émissions, vous savez que je suis pas du tout partante pour, quand je fais un tirage à quelqu'un, tirer pour l'entourage de ce quelqu'un. Et là, je me suis sentie
je me suis sentie un peu con parce que peut-être qu'elle n'avait pas envie elle avait peut-être pas envie d'entendre ça, quoi. Mais tout le tirage était absolument incroyable, incroyable et criant de vérité. Et elle-même a fait ses petites recherches et a posé des questions un peu plus piquantes auprès de sa famille. Et il s'est avéré qu'effectivement, il y avait un problème d'addiction au niveau de sa grand-mère. Comme quoi, ça fait pas ressortir forcément le meilleur de de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite savoir à tout prix. C'est pas donc voilà, c'est autant une bonne expérience qu'une mauvaise expérience parce que je suis quand même hyper contente que ce tirage marche parce que le travail avec les ancêtres c'est le centre de ma pratique et tout gravite autour, mais vraiment le centre de ma pratique c'est la relation aux ancêtres et du coup je suis contente qu'il marche. Mais je sais pas si je vais continuer à le faire pour d'autres personnes, par contre. D'un point de vue éthique, ça me dérange un peu. Mais voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Après, j'ai envie de dire aussi, hein, si les lames ont besoin de donner des réponses, hein, qu'elles soient négatives ou positives, dans le sens, hein, elles donnent la réponse, quoi. Donc, c'est ça. À toi de l'accepter et de la transcender, la réponse. Tout à fait. Et d'en faire peut-être une force pour l'avenir, quoi. C'est clair. Alors, tu nous avais dit en début d'émission que tu allais également nous parler de différentes méthodes de tirage que l'on pourrait utiliser, soit par semaine, soit par mois. D'ailleurs, question, toi, tu es plutôt du genre à faire des tirages par semaine, par jour, par mois? T'es plutôt... Ou alors c'est quand t'as envie? Moi, c'est un peu à la one again. Bienvenue au club. Il y a le tirage, je fais un tirage pour la nouvelle lune. Et c'est le seul tirage vraiment mensuel auquel je me tiens. Parce que la nouvelle lune, pour moi, c'est poser les actions à mener et à prioriser dans le mois. Mais après... en fait, j'essaye de beaucoup. C'est l'un des seuls domaines dans ma pratique que j'essaye vraiment de renouveler. Je suis très routinière dans tous les autres domaines. Il n'y a qu'avec les cartes où j'essaye de renouveler un petit peu. Parce que ça devient. J'ai des tirages qui sont géniaux, mais qui deviennent super lassants, quoi. Donc j'ai le tirage de la nouvelle lune que je fais chaque mois. Parfois, je le fais à la pleine lune, mais à la pleine lune, je vais plus avoir tendance à revenir sur ce qui s'est passé depuis la nouvelle lune, justement, et à retravailler un peu ce tirage de nouvelle lune, où j'aime bien recouvrir aussi à la pleine lune mon tirage de la nouvelle pour voir comment les choses ont évolué. Après, l'annuel, c'est le tirage de l'année dont j'avais parlé sur Demoiselle étrange. Et après, hebdomadaire, non, après, j'en fais chaque semaine, mais c'est vraiment, c'est aléatoire. C'est vraiment aléatoire, ça dépend de ce que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train de quels projets sont dans le chaudron, ça dépend vraiment. Donc tu associes quand même au niveau sérieux dans ta pratique la cartomancie et les phases de la lune. Donc c'est quand même bien. Oui. Côté witch, hein, voilà. Côté witch et cartomancie, donc encore une fois. Est-ce que est-ce que déjà tu connais ta phase lunaire de naissance? Et non. Eh bien, il faut chercher. Je vous dis ça parce qu'on a eu quelque temps en arrière l'information et il faudrait donc tester de voir à quelle phase de la lune vous êtes né et peut-être pourquoi pas essayer de faire un art magique autour de cette phase lunaire de votre naissance et pourquoi pas associer la cartomancie ou la divination via cette phase lunaire. Alors, je prends mon stylo et mon carnet. Je note ça de suite pour pas que mon cerveau oublie.
Moi, je suis née à une phase lunaire très spéciale. Je suis pas née en nouvelle lune, je suis pas née en pleine lune, flûte, mais je suis née pile poil entre nouvelle lune et pleine lune. Vraiment, je crois que c'est le premier quartier qu'on appelle. Oh, trop chouette. Ouais, entre l'ombre et la lumière, et je trouve ça dingue, d'ailleurs, parce que je suis toujours dans ma vie, c'est entre ombre et lumière. Et c'est très intéressant de savoir ça. Donc, comment savoir à quelle phase lunaire vous êtes né? C'est très simple. Vous allez sur Internet, vous tapez votre date de naissance et vous marquez phase lunaire. Et là, vous allez tomber sur le calendrier de l'époque et vous allez voir, bien évidemment, toutes les phases lunaires ce mois-là et cette année-là. Et forcément, vous allez donc découvrir votre phase lunaire. Et c'est intéressant aussi de faire son art magique autour de sa propre phase de naissance. Intéressez-vous également, il y a des personnes en fait, qui sont généralement nées 2 jours après, alors qu'ils auraient dû naître 3 jours avant, tu vois. Moi, pour ma part, je suis restée 1 semaine de plus par rapport à mon jour de naissance, donc j'aurais dû naître aux alentours du 10 octobre, et en fait, je suis née le 16, et tu vois, c'est pile poil au moment de la pleine lune, en fait. Ok, moi je suis née 2 semaines avant, je crois. Ah. Faudrait que je demande à mes parents. Mais c'est génial, mais pourquoi j'y ai jamais pensé? Mais merci Alina, mais merci. Quoi on a des tips comme ça peut vous aider un petit peu à vous découvrir aussi en tant que personne, praticien, à développer un petit peu votre art magique personnel, et notamment bien la divination ou l'art de la cartomancie également. Voilà. Carrément. Ah, c'est génial, je vais aller voir ça de suite. Et notamment, pourquoi pas faire de l'eau lunaire aussi à ces phases-là. Voilà, enfin, vraiment associer un petit peu quelques arts magiques autour de tout ça. C'est ma passion pour l'astrologie qui m'amène à toutes ces choses-là. Donc ça aussi, te passionner pour l'astrologie, ça développe le champ des possibles, je trouve. Totalement. Totalement. En plus, tout à l'heure, quand tu m'as dit, ouais, tu sais à quelle phase lunaire tu es née, j'ai fallu te répondre, je suis lune en lion. Ah non, ça c'est l'astrologie. Ah d'accord. Oui, non, mais j'ai bugué et j'étais là, ah ben non. Non, ça n'a rien à voir. Oh, ah d'accord, ah ouais, magnifique. Tu vois, je suis en train de ressentir là l'énergie du lion dans ta lune. Donc à l'intérieur, ça rugit, ça bouillonne. Ouais. Donc, du feu de l'intérieur. Bon, c'est encore un autre sujet, puisque là, on n'est pas en astrologie, les amis, mais c'est bien d'apprendre à se connaître comme ça aussi. Tout à fait. Hop. On fait une petite pause musicale? Eh tu sais quoi, j'y pensais justement. Énorme. Alors, tu as choisi un titre magnifique. De Mercure, qui faisait du black metal avant. Et moi, je suis une très, très grosse fan de métal. Et maintenant, elle a fait 2 albums hommage à ses origines qui sont du Danemark. Et je trouvais que pour un printemps, Spin était super parce que c'est l'histoire de la naissance de sa fille. Et je trouve que avec Beltane qui arrive, c'était le moment de la mettre. Totalement. Voilà. Donc vous allez voir, on va se connecter à l'énergie de ce magnifique morceau. Je l'ai trouvé kiffant. Et d'ailleurs, pour information, ce morceau va être en programmation sur Radio Antasia, donc le soir, notamment, dans tout ce qui est ambiance witch, entre 20h et minuit. Donc vous aurez ce titre qui passera. Donc merci à toi, franchement, Lina, pour la découverte. Donc c'est parti pour quelques minutes de pause musicale et on se retrouve juste après les Chants des Enchanteurs. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Franchement, Lina, ce morceau est magnifique. J'adore. Ah, je suis ravie qu'il te plaise. Trop bien. Je suis connectée à son énergie. Je trouve que ça va total en corrélation avec le sujet de cet après-midi. Vraiment. Vous voyez les amis, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on a des praticiens, des enchanteurs qui participent à l'émission et vous avez tous, vous proposez tous des superbes morceaux quoi. Et ça enrichit la programmation et bientôt on aura plein de chansons des enchanteurs en fait quand on y réfléchit. C'est ça, ça va être très riche, ça va être super. Totalement. C'est déjà super d'ailleurs. C'est gentil. Alors donc, pour la suite de l'émission, qu'est-ce que tu nous concoctes ?
Je vais vous proposer plusieurs tirages, si vous voulez les noter, qui sont un peu mélangés. Et j'en ai un aussi pour la nouvelle lune du mois prochain en Taureau, si ça vous dit. Et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai toujours avec grand plaisir. Eh ben écoute, on est toutes oui. Moi, j'ai ce qu'il faut pour écrire. Hop, donc nouvelle lune en Taureau déjà, bien. Ça promet du bouillon. Alors, un premier tirage dans le but de dissiper un doute. Je me suis dit que c'était cohérent que je vous le donne parce que c'est des choses du quotidien qui sont utiles à avoir sous la main. Alors c'est pas forcément le tirage le plus sorcier du monde. C'est pas très focus sur la pratique magique ou divinatoire, mais c'est très utile. Donc c'est un tirage que vous allez pouvoir poser en losange, donc c'est-à-dire une carte à gauche, une carte à droite, et au milieu, une carte du haut, une carte du bas. Donc la première carte sera tout à gauche. Vous allez tirer par rapport au doute que vous avez, que ça peut être sur tout et n'importe quoi, hein, c'est pas forcément sur une personne ou quoi que ce soit. Donc cette première carte tout à gauche, ce que ça peut vous apporter d'y aller, d'accepter, etc. La deuxième carte, tout à fait à droite, donc, qui est à l'opposé de la première que je viens de vous donner. Donc la carte numéro 2, un conseil. J'y vais pas. Voilà. La carte numéro 3, donc vous allez la mettre entre les deux premières cartes en haut. Donc la carte numéro 3, ce que ça peut vous apporter d'y aller, d'accepter, d'acheter ou quoi que ce soit. Et ensuite, la carte numéro 4 qui va venir en bas, en dessous de la carte numéro 3, excusez-moi. Donc la carte numéro 3, de quoi vous avez besoin maintenant. Et c'est super important de rajouter le maintenant. Voilà. Comme ça, vous avez vraiment, en rajoutant l'espace-temps, vous n'avez pas besoin de faire de datation, parce que c'est vraiment, ça va vous répondre dans le sens où vous avez dit maintenant, vous n'avez pas dit dans 3 ans, donc ça va vraiment représenter l'état d'esprit de suite. Voilà. Ensuite, je voulais vous proposer un tirage pour les priorités. Donc c'est souvent un tirage que j'utilise du coup à la nouvelle lune pour voir quelles vont être mes priorités pour du mois en cours. Pour moi, les mois débutent à la nouvelle lune, plus que le premier du mois. Mais bon, chacun fait à sa sauce. Surtout, je le répète, vous adaptez à votre pratique. C'est là que ça va le plus être pertinent, que ce soit pour vous ou dans vos tirages. À partir du moment où vous adaptez, ça fait du lien, ça colle à votre pratique. Donc, les cartes qui sortent sont forcément très représentatives de ce que vous vivez et de ce qu'il faut pour vous. N'hésitez pas à adapter. Donc, les priorités. Donc, vous allez avoir dans ce tirage 5 cartes. Donc, comme tout à l'heure, il y aura une carte tout à fait à gauche, une carte tout à fait à droite. Et au milieu, ce coup-ci, on va mettre 3 cartes. Alors, la première carte, donc tout à fait à gauche, ma priorité principale devrait être tatatan. Donc vraiment, si vous voulez être plus exclusive ou exclusif, vous pouvez mettre mon unique priorité ce mois-ci.
Donc, toujours pareil, ça permet vraiment de focus une seule chose. Et parfois, c'est pas mal parce que si... parce qu'on a l'impression d'avoir plusieurs choses sur le feu souvent. Et ben, si vous mettez plusieurs priorités, le risque est que vous pouvez vous disperser justement et pas viser vraiment votre objectif de départ ou l'objectif que va vous donner les cartes. Ça, voilà. Donc, à côté de cette carte, un peu plus en hauteur, vous allez mettre la carte numéro 2. Le petit caillou entre la chaussure et le pied, vous voyez? Donc le blocage, ce qui vous empêche de vous concentrer sur votre priorité. Qu'est-ce qui vous bloque? Voilà. Tout à fait à droite, numéro 3. Ce que vous pouvez faire pour changer cela. Donc pour changer justement, pour débloquer cette chose, pour changer ce qui ne va pas, pour remettre votre priorité au milieu de vos préoccupations. Donc, on a dit la carte numéro 1 tout à fait à gauche, la carte numéro 3 tout à fait à droite, et la carte numéro 2 un peu plus haut entre ces deux mêmes cartes. Et là, en dessous, la carte numéro 2, vous allez en caler 2 autres. Donc la numéro 4 pour ce que vous ne pouvez pas changer et ce que vous devez accepter. Parce qu'il y a forcément des choses comme ça. C'est la carte qui m'énerve le plus, croyez-moi. Mais on est obligé de faire avec celle-ci. Parce que on ne peut pas avoir le contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous. Et ça peut vous aider à savoir ce qui va vous tomber sur le coin du nez. Mais il va falloir lâcher prise absolument sur ça ce mois-ci. Voilà. Et la carte numéro 5 qui vient à côté, à droite de la carte numéro 4, c'est la finalité de ce tirage, vers quoi vous allez aller ce mois-ci, ce qui va sortir, quand vous aurez priorisé votre priorité, qu'est-ce qui va en ressortir du coup à la fin du mois. Donc voilà. Alors je suis désolée, c'est très difficile sans vidéo de vous expliquer le placement du tirage. Je les ai fait comme ça, avec ce placement-là parce que ça faisait sens pour moi. Pareil, si vous trouvez que ces emplacements ne vous parlent pas, placez-les autrement. Moi, j'évite de les mettre les unes à côté des autres en ligne parce qu'elles communiquent pas entre elles. Donc, si vous pensez, par exemple, que la carte 1 et 2 devraient être à côté, je vous en prie, faites-le si ça a du sens pour vous, si ça a du sens sur la priorité à laquelle vous pensez en particulier, ou si vous ne savez pas de quelle priorité, c'est un peu le but de ce tirage. Donc, adaptez. Je le répéterai jamais assez, mais adaptez à votre pratique et il faut que ça vous parle. Plus un tirage vous parle, plus vous posez des questions précises, plus vous avez des réponses précises et cohérentes. Là, ça fonctionne super bien pour moi, mais il y a des chances que ça ne fonctionne pas pour vous. Les tirages que je viens de vous donner, vous pouvez aussi bien les utiliser avec tarot, qu'oracle, que n'importe quel jeu de cartes convient. Après, bien sûr, je les ai construits pour le tarot, mais je les ai testés avec les oracles avant de vous les donner, parce que ça marche pas toujours, mais vous pouvez les adapter. Voilà. Alors pour ma part, pendant que tu expliquais, moi j'ai fait un dessin. Bon, voilà, j'ai dessiné les cartes et j'ai positionné chaque lame que tu expliquais par rapport à la 1, la 2, tout ça. Donc ça fait de jolies formes en fait. Bon ben parfait. Moi ça me plaît pas mal.
Vous pouvez faire la même chose les enchanteurs. Hein. Pendant que Lina parle et nous explique tout ça, vous pouvez essayer de le faire sur un morceau de papier. Voilà. On pratique en même temps. On t'écoute et on pratique. Ça, c'est chouette, ça. Et j'aime beaucoup. Ah, c'est comme ça, Antasia. Hein. Voilà, on est ensemble. C'est presque un cours de tarologie, en fait, quand tu regardes. Hein. Ah ben c'est super, et en plus c'est super, vous avez de la musique juste après, juste avant, et vous avez nos petites voix au milieu, donc c'est parfait. Alors, pour toi, quels sont tes mots-clés pour le... Alors, c'est pas une question piège, hein, mais quels sont les mots-clés que tu accorderais au taureau? J'en suis curieuse parce que je suis pas aussi focus que toi sur le sujet. Et la prochaine nouvelle lune est en taureau. Et moi, j'ai une vision très, bon, bien sûr, terrienne, parce que je suis capricorne et que je suis un peu voisine du taureau en astro. Mais j'aimerais bien avoir l'avis d'une pro, on va dire. Je suis pas une pro, attention. Hein. Alors, c'est marrant parce que tu dis que t'es capricorne, j'ai une lune en capricorne. Donc, c'est pour ça peut-être que je ressens... Capricorne Saturne, hein, pour info, à fond. On en parlera ce soir dans l'émission. Je n'en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler pour le Capricorne. Mais non, le taureau. Alors, j'ai mon chiron en taureau, donc je connais plutôt bien l'énergie du taureau. C'est déjà une énergie liée à la royauté. Je ne sais pas si tu le savais. Ah, pas du tout. Voilà. Énorme. Ouais. Et c'est une énergie que j'aime énormément. C'est généralement des personnes qui sont très combattantes. Et une énergie, tu vois, bestiale, animale, mais pas dans le mauvais sens hein, des mots. Elles y vont. Ces personnes-là ont beaucoup de force de caractère également. En fait, quand tu essayes de te capter à l'archétype d'un signe, je trouve que la représentation du symbole même de l'animal, hein, quand on voit en signe astrologique, est parlant, est frappant. Tu peux aussi te référer, pour essayer un petit peu de comprendre et d'analyser tout de suite quand on te parle d'un signe, à la mythologie, des choses comme ça, tu vois. Et souvent le taureau, de mémoire, j'ai mon chiron en taureau, on l'associe, tu sais, à comment ça s'appelle, les centaures. Ok. Voilà. Donc l'énergie du centaure, le symbolisme du centaure. Tu sais, ce que je suis en train de faire, là, je trouve ça dingue aussi parce qu'avant, j'étais incapable de faire ça. J'ai des frissons. Je suis contente parce que je pense que... Et en fait, j'ai un super professeur que j'ai depuis quelques temps, depuis à peu près, allez, on va dire depuis septembre-octobre. Et j'avance, mais alors d'une puissance sans nom en astrologie, c'est un truc de fou. Et donc voilà, bref. Et ce qui fait que grâce à la manière dont il aborde l'astrologie, en y mettant notamment tout ce qui est mythologie, les contes également, que je fais aussi beaucoup hein, sur Antasia chaque 3e samedi du mois, je trouve que c'est vachement plus facile, tu vois, d'associer le signe. Alors je suis encore moins à l'aise avec les maisons, je les connais encore pas par cœur, c'est un peu comme les lames de tarot. Hein. Les majeurs, je suis encore pas super à l'aise sur les chiffres du tarot de Marseille, mais ça va venir, hein, c'est comme tout. Mais par contre, effectivement, l'énergie du taureau c'est une énergie qui est très très belle, vraiment. Beaucoup de challenges parce que quand tu as un chiron en taureau, notamment, il faut travailler sur le corps, beaucoup sur le corps, beaucoup de blessures autour du corps, notamment. Voilà. Ok. Tu le savais, non? Ok, ben finalement, ça se rapproche beaucoup de l'animal. Alors moi, je suis dans le sud de la France, donc forcément, enfin, il y a on va dire qu'il y a des traditions que l'on cautionne ou que l'on cautionne pas d'ailleurs, qui sont vachement autour du taureau, notamment en Espagne aussi. L'Espagne est vraiment pas très loin de chez moi. Et du coup, enfin, c'est vraiment un animal que l'on retrouve beaucoup. Et puis côté caractère, on va dire, j'ai beaucoup de personnes de mon entourage, dont mon conjoint, qui sont taureaux. Donc je me fie plus à ça qu'à des données astro. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis, parce que du coup, moi, j'ai posé des mots qui se fient plus à un caractère. Un caractère plus qu'à vraiment une énergie, un égrégore très très présent en astrologie. Je suis très mauvaise en astrologie. J'adore ça, mais j'enregistre rien. C'est abominable. Donc du coup,
j'ai associé quelques trucs en m'aidant de plusieurs livres que je me sens obligée de citer pour mener à bien ce tirage de la nouvelle lune. Alors, je me suis inspirée de l'agenda de Paroles de sorcière de, je ne sais plus comment elle s'appelle, de l'Anana, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais son compte, c'est Paroles de sorcière, si vous voulez la retrouver sur les réseaux, du livre L'astrologie, c'est un énorme livre de Marc Neu. Et je me suis basée aussi sur la Bible de l'astrologie, qui est un plus petit livre. Et j'essaye d'essayer de faire rentrer en corrélation les lunes et l'astro au maximum. Mais c'est pas mon domaine de prédilection. Du coup, je suis un peu bancale. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de le garder. Je le ferai à la nouvelle lune. Donc, si vous voulez le voir plus en photo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte perso sur Instagram. Je vous le mettrai dans le chat à la fin de l'émission. Comme ça, vous pourrez le voir en visuel. Mais du coup, ma vision de ce signe, c'est un signe de terre comme le mien. Donc vraiment, je vois le taureau comme un signe assis sur ses fondations, qui a la capacité de pouvoir se réinventer souvent. Quelqu'un de passionné, mais qui est de calme aussi. Alors qu'il est précédé par le bélier, qui est plutôt un signe de feu, très énervé, très pas énervé, mais dans l'énergie, tout le temps, dans la stimulation, tout ça. Le taureau, qui le suit, est un peu plus calme et un peu plus focus sur les apparences aussi. Il y a ce truc de très séducteur chez le taureau. Je ne sais pas si c'est pertinent ce que je dis, Alina, Oui, je te laisse me le dire. Hein. Oui, c'est très pertinent. Alors, en plus, tu notes, tu soulignes Marc Neu, j'ai suivi des cours avec Marc, avec Denis Labouré, donc tu nous mets du level là. J'essaye d'être cohérente et d'apprendre parce qu'on peut tout entendre sur l'astro aussi. Et du coup, c'est grâce à toi, hein, parce que je crois que je sais plus si c'est toi qui me l'avais dit que Marc Neu c'était valeur sûre. Ouais. Et du coup, j'ai acheté des bouquins de Marc Neu et Denis Labouré. Hein, écoute, on se refait pas. Pour moi, c'est ces deux praticiens-là sont l'un des meilleurs en termes astrologie, hein, tu vois, pour apprendre vraiment avec assiduité, sérieux, consciencieux, comme un saturnien, quoi. Voilà, je trouve que ces deux-là sont merveilleux. Et moi, je suis aussi beaucoup avec Chris Mythologie Astrale. C'est avec lui, hein, que j'apprends énormément. Et par contre, il a une vision beaucoup plus astropsychologie, liée à la mythologie, arriver en fait à raconter des histoires autour d'un thème, tu vois. Et je trouve ça super beau, cette manière d'aborder le thème. Et tu arrives beaucoup plus facilement à analyser un thème quand tu vas avec Chris Mythologie Astrale. Donc j'en profite, hein, pour parler de Chris aujourd'hui. Et puis j'ai pris mes notes et effectivement, oui, force virile, physique, puissance physique, force brute pour le taureau, bien sûr. C'est vraiment un signe tout en puissance, associé au dieu de la fertilité et de la fécondité également. Ils sont tenaces, ils sont endurants. Et ils surmontent généralement tous les obstacles, en fait, hein, les taureaux. Tout à fait. Je suis toujours impressionnée. C'est marrant que tu dises ça parce que je suis toujours impressionnée à quel point l'astrologie coïncide énormément avec le moment de l'année. Alors, c'est pas pour rien, tu me diras, mais je suis toujours impressionnée de le redécouvrir à chaque mois, à chaque année. Oui. Je trouve ça vraiment merveilleux, quoi. Donc ouais, voilà, j'avais parlé un peu mettre de la stabilité, de la persévérance et du sens pratique. Donc, mais c'est aussi donc vu que la nouvelle lune, elle offre un peu l'opportunité de se réinventer pour le mois qui arrive. J'ai trouvé quelques questions
peut-être pertinente ou pas, vous me le direz dans le chat, de revoir son apparence et l'image que l'on veut projeter dans le monde. Je trouve que ça aide dans ce mois d'action qui est devant nous. Ça permet d'être un peu plus combatif, de renforcer un peu sa confiance en soi. Je trouve que c'est très pertinent, ouais. Ouais, bon, parfait. Totalement, en fait. Ouais. Donc du coup, je vais vous poser, ça va être des questions. Donc si vous voulez y répondre dans un journal, libre à vous. C'est aussi des questions qui peuvent être adaptées et posées à un tarot ou un oracle ou à des cartes. Je vais dire à des cartes. Hein. Je parle pas du philosophe. Bon allez, j'arrête mes bêtises. Donc première question que tu peux poser au tarot ou à ton journal, donc à toi-même. Quand tu regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que alors j'ai très mal formulé ma question sur le papier, du coup j'ai du mal à la dire à l'oral, pardonnez-moi. Quand vous regardez dans le miroir, est-ce que ce que vous voyez reflète-t-il ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Je ne sais pas si elle est très claire ma question ou pas. Moi, je bois tes paroles. Vraiment très mal écrite. Non, c'est très simple en fait. Hein. Est-ce que ce que l'on a à l'intérieur reflète à l'extérieur? Donc la question qui va avec celle-ci que vous allez poser à votre journal, vous pouvez poser au tarot qu'est-ce qui transparaît de moi à l'extérieur? Et les cartes vous répondront. Deuxième question, qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre apparence qui te rapprocherait de la personne que tu es à l'intérieur? Donc, au tarot, vous poserez comment jamais m'améliorer de l'extérieur pour que ça ressemble à ce que je suis réellement. Troisième question à poser à votre journal. Pensez-vous que votre image peut influencer vos compétences? Seriez-vous moins efficace, moins habile, moins combatif si votre apparence restait inchangée? Donc la question que vous poserez au tarot, quelle influence a mon image sur mes relations, par exemple? Quatrième question à poser au journal, ton apparence peut-elle faire changer / ruiner tes projets? La question pour le tarot, du coup, est-ce que mon apparence a un impact sur mes projets? Cinquième question pour le journal, finalement, qu'est-ce qui est le plus important? L'apparence que tu projettes dans le monde ou le regard que tu portes sur toi-même? Et j'ai divisé cette dernière question en 2 cartes pour le tirage. Donc la première qui est quel est le regard actuellement que tu portes sur toi-même? Et l'autre carte, qu'est-ce que voient les autres de toi? Et j'ai tiré encore une carte de plus pour le conseil général concernant le tirage. Voilà. Alors en plus, je trouve que ce sont vraiment des questions hyper pertinentes pour évoluer, quoi. Vraiment. C'est chapeau. Donc ça, c'est à faire pour la nouvelle lune en taureau, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais écoute, je pense que on va très certainement t'inviter parce qu'on fait des émissions spéciales pour la nouvelle lune également. À chaque nouvelle lune, on fait une émission spéciale et ce serait intéressant, si ça t'intéresse bien sûr, hein, de participer à ce type d'émission. C'est des émissions enregistrées parce que bien sûr, en nouvelle lune, ça tombe jamais les mêmes jours. Et non, ce serait intéressant de t'avoir, justement avec l'analyse de la cartomancie notamment. Eh bien, avec grand plaisir. Merveilleux. Bah, vous voyez, les amis, vous allez avoir plein de belles choses en nouvelle lune hein, pendant les émissions, je vous le dis, moi. Bah écoute, j'ai tout noté. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, je crois. Donc, si vous avez des questions, lâchez-vous dans le chat, il n'y a pas de souci.
Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est vrai. Oui. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, par rapport aux questions que tu poses autour de la nouvelle lune, associer, je sais pas, un petit rituel spécifique pour ce type de tirage ou, par exemple, tu vois, mettre une encens en particulier ou associer peut-être les couleurs de bougies en particulier ou avoir des pierres Alors pour le mois de mai, j'avais pris des notes. Alors j'ai mon carnet sous la main. Je vous fouille ça de suite. Les questions, hein. Alina, franchement, les questions. Hein. J'arrive. En tout cas, moi j'en ai des tas. Pardon ? Moi j'en ai des tas. Hein. Si les enchanteurs n'ont pas de questions, moi j'en ai des tas, les amis. Hein, je vous le dis. Hein. Attention. Bah, écoute, moi ce que je fais à ce moment-là, c'est toujours avoir du papier sous la main, bien entendu, et un crayon. Vous pouvez vous allumer une bougie. Moi, quand c'est dans l'esprit taureau, ce qui m'attire, bah après c'est très personnel, je trouve, les correspondances. Donc vraiment, continuez à adapter à votre sauce. Moi, je suis plutôt dans le marron vert, parce que le marron pour la terre et vraiment le vert parce que pour la fertilité de la terre au mois de mai. Et le marron, parce que le taureau est un signe de terre. Je suis aussi un signe de terre et c'est mon élément préféré. Et je bosse beaucoup trop avec lui comparé aux autres éléments, le pauvre. Pour les pierres, si vous en avez sous la main, n'en achetez pas spécialement pour la nouvelle lune de mai, mais les cornalines, par excellence. Le quartz fumé aussi. Ça peut être, il a la couleur de la terre et en même temps c'est un quartz, donc il y a cette énergie qui aide à connecter, je trouve, avec cette pierre. Pour rester dans le vert et dans les choses qui évoluent très vite, côté plante, je dirais menthe et je dirais de l'écorce de chêne peut-être, ou des fleurs ou même des fruits de chêne. Des glands donc. Et après pour les encens, moi je suis très classique, j'en ai pas beaucoup. Choisissez celui qui vous fait penser vraiment à la terre. Moi ça serait l'oliban, mais peut-être que pour vous ce sera le benjoin, peut-être que ce sera tout à fait autre chose, peut-être le patchouli ou la rose, parce qu'il y a les premières floraisons de roses à cette époque-là aussi. Tout ce qui peut vous faire penser à l'énergie fertile du mois de mai, tout ce qui peut vous faire penser à l'énergie du taureau en elle-même, ça marchera très bien. Voilà, pourquoi pas, après le tirage aussi, créer un sigil et réciter une incantation pour fixer les résultats du tirage, ancrer les énergies nouvelles de la nouvelle lune, tout réunir ensemble, voilà, pour accéder à ce que vous voulez dans ce mois de nouvelle lune en taureau. Et voilà. Alors c'est vrai que j'associe pas forcément les sigils. Moi, c'est un truc encore, les sigils, je suis encore pas dedans. J'avais pensé à autre chose. Comme ton tirage est autour quand même de l'être que nous sommes et donc de nous honorer, je me suis dit la couleur or, tu vois. Parce que la couleur or, au niveau des bougies, ça pourrait être intéressant, associer le marron et l'or. T'en penses quoi ? Tout à fait. En plus, tu parlais de la royauté chez le taureau. Chez le taureau. Et oui, ça matche complètement. Et je répète, les correspondances, c'est vraiment très intime. Et quand j'ai ouvert pour la première fois le grand livre des correspondances, je me suis pris une claque parce que je pensais avoir trouvé le Graal en achetant ce livre. Et en fait, il y a très peu de choses qui me parlent. Et n'hésitez pas, ne serait-ce, vous voyez, oubliez cette émission et re-regardez-la mercredi après avoir fait un petit travail, avoir fait un petit travail sur la nouvelle lune en taureau. Qu'exprime pour vous la nouvelle lune?
à chaque fois, comment vous sentez-vous à la nouvelle lune? Dans quel état d'esprit vous êtes? Essayez de le faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur plusieurs mois, à voir à comment vous vous sentez selon la période dans laquelle est la lune, et aussi par rapport au signe. Le taureau, ça représente quoi pour vous? Le taureau, est-ce que vous connaissez son histoire? Essayez de vous renseigner sur ce qu'il est, justement, comme tu disais, par le biais de la mythologie, des contes, de la tradition peut-être qu'il y a autour de chez vous, pour essayer de connecter un peu avec votre territoire. C'est super intéressant comme pratique, j'adore ça. De voir vraiment ce que ça vous inspire, et vous verrez que naturellement, les correspondances viendront à vous. Et là, tu vois, tu viens de débloquer un nouvel item dans mon cerveau par rapport au taureau, avec la royauté et la mythologie. Et du coup, je pense que je vais passer une bonne partie de ma soirée à bosser sur ça. Mais c'est aussi la guérison, tu vois, la guérison du corps. Et qui dit guérison du corps dit honorer son corps, honorer l'être que nous sommes en tant qu'être vivant. Et donc, nous sommes faits de chair et d'os, comme voilà. Donc c'est génial, beau, je trouve. Enfin, c'est surtout pertinent, j'adore. C'est surtout le placement de Chiron en taureau qui génère ce type d'archétype, pour information. Je préfère préciser. Voilà. Très intéressant aussi, tout ce que t'expliques, Lina. Et quand vous vous intéressez par exemple à l'astrologie, voir un petit peu aussi tous les symbolismes du taureau en fonction de sa maison, qu'est-ce que ça représente. Et ça pourrait vous rajouter, pourquoi pas, des éléments complémentaires sur ce que pourrait représenter le taureau quand il est placé de telle ou telle position, tu vois. Tout à fait. Ça amène une autre dimension, je trouve. Moi, je crois que j'ai Vénus en taureau, si je dis pas de bêtises. Oh, wow. Passionné, mais en même temps, je dirais... alors, en même temps... Alors, tu es très stable, en fait, en amour. Non? Ouais. Voyez le mot stabilité du taureau, ça revient. Mais après, mon signe solaire, c'est le Capricorne. Je suis dans le dur tout le temps. Je suis très mentale comme nana. Ah ouais, t'as quand même et pourtant, je vous ai donné des tirages à faire avec l'intuition. Mais sachez que c'est un travail pour un Capricorne qui date de très longtemps et que ça n'a pas été facile, parce que tout ce qui est méditation, intuition, non. Moi, je mentalise tout, quoi. Ah ouais. C'est le bordel dans mon cerveau. Et ce soir, j'en parlerai dans l'émission de la lame numéro 16 avec la partie astrologique, mais je remarque aussi que les Capricornes femmes et les Capricornes hommes sont totalement différents dans leur manière d'être. Ah, mais je connais pas du tout, je connais aucun homme Capricorne. Je connais 2 autres femmes Capricornes. Mais mais moi, j'ai remarqué ça autour de moi. Ouais. Génial. C'est fou. Alors après, ça dépend aussi comment le Capricorne est aspecté dans le thème. C'est toujours pareil. Mais oui. Voilà. Mais tu as quand même de belles énergies de terre, en fait, dans ton thème. Oui, il y en a beaucoup. Et je sais pas si tu connais Astrolink. Mais c'est une application où justement il t'envoie un peu selon les phases et les maisons dans lesquelles on est actuellement, quelle énergie tu dois calmer, lesquelles sont propices pour tel ou tel plan de la vie, etc. Et j'adore cette appli. Bon, malheureusement, elle est payante à partir d'un certain moment, mais voilà, du coup, je l'utilise elle aussi pour canaliser mes énergies qui va et vient un peu sur moi durant ça me sert pour étudier en fait les phases de la lune et le comportement que j'ai pendant ces phases de la lune, et je l'utilise aussi dans le tarot. Ça oriente mes tirages en fait. Voilà. Donc si jamais... C'est pas mal, hein. Mais je connaissais pas, tu vois. Après, je sais pas, du coup, je connais pas les tenants et aboutissants ni les créateurs de l'application. Je ne sais pas si c'est aussi cohérent que d'avoir des profs en astro, quoi. Mais plus on discute, Alina, plus j'ai envie de creuser le sujet, quoi. J'ai été voir, je crois que c'est le 7 mai, la nouvelle lune. Ouais, c'est ça. Ouais, le 7 mai. Le 7 ou le 8 mai? Ouais, entre le 7 et le 8. Ouais. C'est le 8 mai à 5h21. Oui, parce qu'à 6h et quelques, il sera en premier croissant. Donc, c'est entre le 7 et le 8. C'est ça. Alors moi, j'utilise l'application, très pratique d'ailleurs, au passage, DAF Lune.
Je sais pas si Oui, tu je l'ai connais. aussi. Tu l'as aussi. Voilà, ça c'est des trucs, les amis. Franchement, il faut utiliser les applications. C'est pas évident. Ou alors, parce que sinon, si tu vas sur les sites, sur les blogs, il y en a certains qui marquent les dates qui sont pas forcément en corrélation. Et là, c'est vraiment quelque chose d'officiel. Et tu as même les phases du soleil, les planètes, comment elles sont positionnées. C'est hyper bien, je trouve. Hyper bien Ça, fait. c'est trop chouette, ouais, j'avoue. Bah, ça et la boussole, hein, pour tout sorcier, sorcière qui nous Oui, écouterait, c'est indispensable. la fameuse boussole que tu utilises au début quand tu fais ton cercle pour savoir où est le nord, le sud, l'est C'est et ça, l'ouest. tout à fait. Ben là, en plus, j'ai déménagé il y a pas si longtemps et du coup, j'ai euh, j'ai aussi, euh, j'ai aussi retrouvé des affaires de ma grand-mère très récemment. Et il y avait une petite boussole dedans qui est aussi vieille que ma grand-mère. Mais du coup, ben, je l'ai utilisée pour rétablir mon sens de cercle à la maison. Donc, je suis trop contente. Plus besoin du téléphone. J'essaye de m'en débarrasser au maximum, mais c'est compliqué. C'est vrai que ça sert de plus en plus le téléphone. Ouais. C'est la folie. Ben, je vois que les enchanteurs sont très calmes sur le chat. Là, d'un coup, ça papotait pas mal. Et là, d'un coup, c'est très, très calme. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes intimidé? Qu'est-ce qui se passe? Venez, venez. Posez vos questions. Bah, si tu veux, j'en pose d'autres alors à ce moment-là. Ben, je t'en prie. J'attendais un petit peu pour voir si on avait des questions, mais ils sont très timides. Je vais déjà essayer de voir si on n'a pas des éléments dans le chat, hein, parce que des fois, ils papotent sur le moment et on ne voit pas forcément leurs questions. J'ai Mimi qui dit... Ah oui, c'est vrai que Mimi utilise beaucoup Papus, hein, tu sais, dans sa manière d'aborder le tarot de Marseille. Parce que tu parlais tout à l'heure, tu sais, les différentes façons de se connecter à des tarots ou à des oracles. Et pour Mimi, c'est vraiment Papus, hein, c'est son maître. D'ailleurs, elle le dit à chaque fois. C'est son maître à Papus. Et je la comprends, il est vraiment bien aussi. Tu connais Papus, non? Oui, tout à fait. Ben, disons qu'il a posé un certain nombre de bases dans le domaine assez, assez essentielles dont on hérite aujourd'hui, qui sont indispensables. Mais j'ai adoré l'étudier, mais j'ai pas trouvé le livre, le contenu que je voulais pour l'étudier. Parce que je l'ai trouvé un peu imbuvable. Enfin, j'avais énormément du mal à le lire, quoi. Et j'ai essayé de trouver du contenu un peu plus vulgarisé. Et j'ai pas encore rattrapé toutes les émissions de Fantasia. Et la série Mimi, je suis censée la commencer mardi. C'est noté dans le calendrier, donc j'ai très hâte de découvrir ce qu'elle fait. Wow. Eh ben Mimi, aux petits oignons. Je peux dire, alors j'ai évolué là depuis plusieurs saisons grâce à Mimi et notamment aussi beaucoup d'enchanteurs et d'anciens witches en suivant justement, parce que moi Papus, on connaît tous Papus, hein, de nom, tout ça. On a tous essayé de lire les bouquins de Papus. Effectivement, comme tu dis, c'est quand même du haut level Papus. Hein, c'est ça. Et c'est pas évident, surtout quand on débute dans ce milieu, de commencer par des livres pareils. Et la vulgarisation du milieu ésotérique, c'est pratique, quoi. Et après coup, ça t'amène à ces bouquins-là beaucoup plus hautement évolués, notamment dans la manière de parler, d'écrire, tu vois, en expliquant ceci, cela. Et c'est vrai que tu ressors, t'as la tête comme un tampinambour. Hein. C'est ça. Et du coup, merci Mimi de faire cet énorme travail parce que c'est génial et je suis sûre que ça sert à beaucoup des auditeurs de Radio Fantasia, donc c'est trop chouette. Ouais. Vraiment, c'est trop chouette et j'ai trop hâte d'attaquer cet énorme morceau parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'émissions. Hein. Oui. Tu as l'air de faire ça depuis un moment avec Mimi. Donc, en fait, on a fait de la lame 1 et on s'arrêtera à la lame 22. Hein. Donc, ça fait... là, on est à la 16e lame. Et on avait aussi fait des émissions comme ça le dimanche matin. Mais c'est vrai que le dimanche matin, c'est compliqué d'être dans l'apprentissage. C'est mieux, je trouve, le soir. Oui, tout à fait. Se happer, tu vois. Donc, on a créé l'émission avec Mimi. C'est merveilleux, quoi. Mimi qui explique aussi dans le chat, je ne sais pas si tu as vu son message, elle dit « Pour ma part, les cartes que je trouve jolies, j'ai beaucoup de mal à les interpréter, même si c'est quelque chose qui me parle. »
Donc c'est pour ça qu'elle disait que Papus, pour elle, était beaucoup plus facilement abordable puisqu'il y a des symboles. Et pour elle, les symboles lui parlent plus facilement. Tout à fait. Je suis d'accord. Et moi, ça m'aidait énormément au tout début de ma pratique. Parce que, mais le problème, c'est que je m'arrêtais seulement au symbole. Et tout symbole vit. Et tout symbole n'est que mouvement. Et moi, j'avais tendance à arrêter une idée fixe sur chacun des symboles. Et du coup, moi, c'est plutôt le contraire, en fait, Mimi. C'est, je me focus sur ça, et du coup, quand je m'arrêtais trop sur la symbolique, j'étais là. Alors, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais le message, comment je peux interpréter un message à partir de ça? Parce que soit ça partait dans de grands délires ésotériques, beaucoup plus au-delà de ce que je demandais, ou soit ça me semblait inaccessible. C'est pour ça que j'ai vite lâché prise avec ça, et j'ai utilisé la symbolique hors tarot dans ma pratique, mais dans le tarot, du coup, je me suis laissée tranquille de ce côté-là. D'accord, c'est logique. Il y a une logique. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, de toute façon, il faut faire les choses qui nous portent au cœur. Qui nous appellent plus. Donc certains restent sur le symbolisme, ça les aide. Et d'autres veulent aller plus loin et grattent plus loin. C'est ça. Je suis en train de lire ce que écrit Mimi, désolée. Non, je suis pareil. Et c'est du live, hein, écoutez les amis. Hein. Si vous papotez sur le chat, on lit ce que vous racontez. Hein. Elle dit... ce qu'il y a avec Papus, c'est que c'était un grand érudit qui maîtrisait l'hébreu ancien, oui, ainsi que le lien avec la gématrie, mais aussi d'autres langues anciennes, entre autres. Après, c'est clair qu'il faut essayer de se rapprocher le plus possible à sa façon de voir le tarot pour comprendre ce qu'il a voulu nous laisser. Eh ben, il nous a laissé des trucs de dingue. Hein. Ah, mais tout à fait. Et comme tu parles de l'hébreu ancien, il y a un héritage kabbalistique grandiose dans le tarot par Papus, talmudique aussi. Donc le Talmud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une branche du judaïsme. Il y a des symboles ésotériques, en veux-tu, en voilà. Et il y a aussi des mythologies de base des Anciens Testaments, etc., qui sont ancrés dans le tarot. Et toute cette partie-là de la symbolique, c'est quelque chose que j'adore étudier, mais vraiment, j'adore ça. Mais j'ai énormément de mal, si tu veux, à le matérialiser dans le tirage du tarot, tu vois. C'est quelque chose que j'étudie vraiment à part pour ma culture et ma propre connaissance de la sagesse de Papus, si je peux dire ça comme ça. Mais j'ai un mal fou à le matérialiser dans ma pratique du tarot, quoi. C'est vraiment quelque chose à titre informatif, logé dans un carnet et dans un tiroir de mon cerveau, mais le mettre en pratique, concrétiser la chose dans un tirage, c'est pour moi, ça relève du faut être master, quoi. Et je ne suis pas Papus, je ne suis pas Mimi, donc Et c'est ça que je trouve vraiment beau, c'est que tu vois, en fait, il y a tellement de manières d'aborder la cartomancie entre des maîtres comme Papus, mais d'autres praticiens, tu vois, où justement ils vulgarisent en y mettant le côté plutôt psychologique ou illustration, etc. Et je trouve que ça fait une panel de praticiens juste merveilleux. Ça nous amène, nous, en tant qu'apprentis de ce type d'art magique, de se dire, mais en fait, il y a plein de possibilités, quoi, quand on tire des cartes, tu vois. Tout à fait. Ouais, c'est l'univers en 78 cartes. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et en plus, il y a autant comme je disais la dernière fois, il y a autant de pratiquants que d'interprétations, quoi. Et c'est ça qui est génial. Et d'ailleurs, c'est
J'ai regardé une émission, je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur Mysteria qui parlait de la maçonnerie. Alors lui, sa chaîne est très orientée voie initiatique. Il parle de franc-maçonnerie, il parle d'alchimie, il parle de toutes ces choses-là. Et le but des francs-maçons, c'est de découvrir la véritable vérité sur le grand œuvre de l'univers, sur le grand créateur de l'univers. Et du coup, ils ont fait, dans ce qu'il explique Mysteria, ils ont fait une étude, donc eux, ils appellent ça des planches. Ils ont fait plusieurs planches sur le tarot, où ils ont pris une carte par carte pour les 22 arcanes majeures aussi. Parce que ça, il le dit pas forcément dans la vidéo, mais je suis allée me documenter dessus parce que ça m'intéresse trop. Mais une par une, raffilier absolument. Donc c'est un truc, ça prend 8 ans de travail par carte, pour, voire plus, hein, je pense, pour réunir toutes les informations que peut délivrer une carte du tarot de Marseille dans ses arcanes majeures. Je trouve que c'est un travail titanesque, mais absolument admirable. Et je serais curieuse, mais alors méga curieuse, de lire ça. Ça doit être incroyable. Ils doivent traverser ils doivent s'arracher les cheveux à le faire, mais ça a l'air génial, quoi. Sachant qu'en franc-maçonnerie, il n'y a pas forcément que des gens érudits, il y a des personnes de tout milieu social qui y rentrent. Donc autant le scientifique pourra y mettre sa patte que l'historien, que la personne un peu moins érudite, avec une vision neutre, va avoir un tout autre aspect de la carte. Enfin, je trouve ça hyper riche, quoi. J'ai trouvé ça incroyable. Et ils font la même chose avec le tarot de Thoth ou le What Way Truth, non? Ben, je sais pas. Après, la maçonnerie, c'est très comment ça s'appelle? C'est très secret comme voie, donc on ne le sait pas à l'extérieur, sachant qu'ils se prennent des tirs, ils se prennent souvent des tirs comme quoi ce serait des sacrificiels, on va dire, qui sacrifieraient je ne sais pas quoi, ou qu'ils ont des pratiques dignes de secte. Alors peut-être ça doit exister, mais c'est pas le cas de tous les maçons. Enfin, du moins je pense pas. J'en fais pas partie, donc je pourrais pas vous le dire. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas possible. Je te demandais si tu penses en fait qu'ils font le même type de travail pour Thoth et l'autre. Oui, et d'autres tarots. Oui. Eh ben, je sais qu'ils sont focus sur le tarot de Marseille parce que c'est le plus ancien et que c'est aussi celui qui se démarque avec une comment ça s'appelle, une symbolique vraiment qui est en corrélation avec l'Ancien Testament. Mais ça serait curieux de le faire avec Thoth, sachant que Thoth a été créé par Aleister Crowley, qui lui aussi était un occultiste, bon, pas de la même trempe que Papus, mais pas moins érudit que Papus, hein, mais ils ont quand même deux visions très différentes de l'ésotérisme et des religions et de la théologie, etc. Et du coup, ça serait intéressant, je pense, mais je suis sûre que Arte, parce que Arte, ils font tout. Arte a sûrement déjà sorti un reportage sur ça, donc je vais essayer d'en trouver un. Sinon, il y a Arcana aussi. Hein. Arcana aussi est pas mal. Alors, je connaissais Mysteria aussi. Mysteria, c'est vraiment une super chaîne. Et il fait aussi pas mal de choses autour des contes aussi. Blanche-Neige, tout ça. Ben Arcana, d'ailleurs, il vit dans la même ville que moi. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Ah. Et j'espère vivement un jour pouvoir enregistrer avec lui parce qu'il est c'est la Bible. Ouais. C'est enfin, la nouvelle Bible, on va dire. Et bah, écoute, il est comme Daniel Chouchi, en fait. Daniel Chouchi aussi, il a son style, mais vraiment, c'est un homme rempli de
enfin de plein de choses, de plein de sujets divers et variés, notamment sur tout ce qui est mystère ancien. Enfin, je sais pas si tu connais Orphelia de Daniel Chouchi. Va voir. Franchement, ça vaut le pesant d'or. Ce sont des praticiens, je trouve, qui sont, mais waouh, ils passent des heures à décortiquer tellement de choses et à retranscrire, hein, tu vois, en vulgarisant, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça qui est que je trouve génial, c'est que, enfin, moi j'essaye d'emmagasiner le maximum d'informations et tout, de comprendre ce que j'étudie aussi, c'est hyper important de recontextualiser, etc. Mais le tout, c'est de pouvoir le transmettre aussi. Et je trouve qu'en particulier, les deux, enfin, le font à merveille, et c'est pas un truc super facile, quoi. Ouais. Donc je trouve ça génial. Déjà, il faut comprendre ce que tu lis. C'est ça. Il faut avoir un niveau, quoi. Il faut avoir un niveau. Bah, c'est comme dans le tarot, en fait, quelque part. Hein. Le tarot de Marseille, quand tu le décortiques, il faut aussi avoir un certain niveau. Comme dit Mimi aussi, la vision du symbolisme des couleurs selon Nostradamus, dans le tarot de Marseille, a également une grande importance, elle trouve. Tu confirmes ? Oui. Tout à fait. Mais on en reparlera dans une autre émission, si vous voulez, de Nostradamus. Oh, ça promet du bouillon, les amis. En tout cas, un énorme merci, ma très chère Lina, franchement, pour cette superbe émission. On en a eu plein les mirettes, hein, comme à l'accoutumée. Et donc, pour cette émission particulière, eh bien, je vais faire un montage particulier. Vous aurez des effets visuels. Je vais essayer également de mettre sur la vidéo les cartes. Tu sais, la position des cartes. Donc, je vais t'envoyer mon petit plan et tu me diras si j'ai bien compris la position des cartes que tu nous as expliqué tout à l'heure. Ça marche. Pour pas faire des bêtises pour le replay. Hein. Oh, c'est génial. Oh, c'est trop bien que tu puisses faire ça, c'est trop cool. Bah, je trouve en fait qu'on a de plus en plus d'émissions vraiment intéressantes et hyper pertinentes qui commencent à être revues de plus en plus. Et je trouve dommage en fait de juste mettre podcast et pas mettre de visuel, tu vois. Donc, je vais m'atteler à ça pour les prochaines émissions et notamment la prochaine saison où vous aurez tous de jolis visuels. Donc, on aura l'occasion d'échanger entre membres de la chouette équipe. Trop chouette. Ah, j'ai trop hâte. On te fait plein de gros bisous, ma très chère Lina. Je vous embrasse tout fort aussi. Je vous dis à bientôt. Et puis, cette émission sera en rediffusion mercredi prochain, donc entre 16h et 18h. Et puis après coup, la semaine suivante sur notre chaîne YouTube Antasia TV avec de jolies belles images. Vous verrez, ça va être tout beau. Plein de gros bisous, ma très chère Lina. Bisous, bye bye. Ciao. À bientôt. Ciao les enchanteurs. Et à ce soir. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.